Ouais. Bon, je triche, je prends ce micro qui marche beaucoup mieux que les autres. Je vous invite au silence pour qu'on puisse tenir les délais, puisque notre séance se finissant à 15h15, si on démarre en retard, eh bien, on aura moins de temps pour parler de l'efficacité des politiques d'emploi. Voilà, tout le monde est installé. Merci infiniment. Alors, de l'efficacité des politiques d'emploi, eh bien, c'est un sujet que nous allons aborder tout de suite avec tout d'abord Andreana Christova. Non ? Alors moi j'ai plusieurs noms sur ma fiche, je vais vous dire. Je suis un homme de papier. On m'a dit qu'il y avait Clément Carbonnier, Morgane Laenouan, Andreana Christova et Bruno Palier. Que les absents se manifestent et ils auront tort absolument. Mais je pense que vous vouliez d'abord commencer par un mot introductif en espérant que votre micro sera assez fort. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance. Cette séance, elle vise à vous familiariser avec certains résultats de ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques en général. La puissance invitante de cette séance, c'est le... Ça marche pas. Oui, ça marche pas. Donc, tout l'ensemble des chercheurs qui sont à cette table travaillent pour le LIEP, le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, dont le but est justement de promouvoir des recherches qui cherchent à savoir quelles sont les efficacités des politiques publiques, et là en la matière des politiques d'emploi. Alors, l'évaluation des politiques publiques, un mot là-dessus, c'est pas juste dire si ça marche ou si ça marche pas. Est-ce que ça a permis de créer des emplois ou pas en créer? Parce que souvent, c'est beaucoup plus compliqué. La première chose, c'est d'être sûr que c'est bien l'effet de la politique qu'on regarde que l'on mesure. Ça, c'est des choses déjà très compliquées. Et puis souvent, il se passe tout un tas de choses. C'est pas seulement on crée plus ou moins d'emplois, mais quel type d'emploi, quelle qualité, aux dépens de qui, pour qui, etc. Donc c'est des questions un petit peu complexes dont on va vous parler. Deuxième point, quand on parle de politique d'emploi, les gouvernements cherchent à faire beaucoup de choses. Ils peuvent agir sur différentes dimensions de la question de l'emploi. Ils peuvent essayer d'agir sur l'offre d'emploi, faire en sorte qu'il y ait plus de petites annonces où on cherche des individus, qu'on embauche plus de gens. Et c'est notamment ce que va regarder Clément Carbonnier. C'est des politiques qui visent à agir sur l'offre d'emploi en baissant le coût du travail et donc faire en sorte qu'on garde ou qu'on offre plus d'emplois. Et puis il y a le moment où se rencontrent l'offre et la demande, le moment où on embauche, le moment où on fait des promotions et des choses comme ça. Et c'est un peu ce que va regarder Morgane. Est-ce que l'on est capable d'éviter des effets de discrimination, que ce soit de genre, que ce soit par rapport à l'appartenance ethnique, notamment, c'est les recherches qu'elle fait. Et puis, vous le savez, on en parle plus souvent dans les médias, il y a des politiques qui visent à faire en sorte que les chômeurs aillent chercher, traversent la rue, vous savez, aillent chercher l'emploi de l'autre côté de la rue. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon les politiques d'activation, hein, c'est de faire en sorte de mettre un peu la pression sur les chômeurs pour qu'ils aillent chercher de l'emploi. Et c'est ce dont va vous parler Andreana. Donc l'idée, c'était de vous présenter un peu des exemples de politiques dans les différents domaines des politiques d'emploi. Évidemment, on ne va pas être exhaustif aujourd'hui, mais comme ce sont des chercheurs qui connaissent très bien les différents domaines, on pourra au cours de la discussion revenir sur éventuellement d'autres dimensions de ces politiques d'emploi. Voilà. Alors on commence par qui? Puisque j'ai même pas besoin de donner les noms des différents intervenants, puisqu'ils sont déjà affichés dans votre dos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de les lire que pour moi de... On va utiliser ces micros qui marchent mieux quand même, que pour moi de vous les énumérer. Alors vous voulez quoi? Le bip? Un peu d'eau aussi? Non, ça ira, c'est sûr. Voilà, je vous laisse entre ces mains et puis je vais faire ma sieste. Voilà, bonjour. Donc, alors j'avais une petite présentation. Bon, on verra. Je peux commencer sans, mais après il va y avoir des graphiques, donc ce sera plus pratique si. Pas trop de graphiques, on n'a qu'une heure et vous êtes 4 à parler. Oui, on verra. Il faudra me couper. Non, alors je vais vous parler. Donc effectivement, je vais vous parler des politiques qui cherchent à augmenter, alors ce qu'on appelle, c'est là où c'est un peu ambigu en économie, ce qu'on appelle la demande de travail et qui correspond à l'offre d'emploi. Donc, parce que le principe dans la relation d'emploi ou de travail, c'est que le travailleur offre son travail à l'entreprise qui la paye et donc qui la demande. Donc on a tendance à parler de demande de travail et effectivement par rapport à ce qu'on considère globalement, c'est de l'offre d'emploi, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ouvrent des postes et qui cherchent à recruter des gens sur ces demandes-là. Et donc l'idée générale, pour commencer, je vais parler d'un certain nombre de... Oh, ça marche pas. D'un certain nombre de politiques, en fait d'une grande famille de politiques
qui est très importante en France et qui consiste à essayer de booster ce nombre d'emplois que cherchent à créer les entreprises en diminuant le prix du travail. L'idée est assez simple. C'est l'idée que le travail est un marché sur lequel donc, on a les offreurs de travail qui sont les travailleurs qui vont pouvoir offrir leur travail. Les demandeurs de travail, ce sont les entreprises qui vont payer pour pouvoir obtenir le service de travail du travailleur. Et donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que quand on a un raisonnement assez simple et assez classique par rapport au fonctionnement des marchés, on se dit que plus le travail est bon marché, moins il est cher, plus on va avoir de demandes de travail, plus les entreprises vont chercher à recruter. Donc c'est quelque chose d'assez intuitif. Et donc par rapport à ce point-là, et par rapport à la grande vague de chômage qui perdure, mais qui a cru énormément à la fin des années 70 et au début des années 80, le diagnostic a été fait en France. Est-ce que ça se met à marcher ? Le diagnostic a été fait en France que le problème du chômage en France était dû au coût du travail, principalement au coût du travail du fait du salaire minimum qui poussait ce coût du travail vers le haut et qui, d'une certaine manière, décourageait les entreprises à demander et à payer du travail parce qu'il était trop cher. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, la solution, une des solutions qui a été pensée à partir du début des années 90, c'était de dire il faut baisser le coût du travail. Il faut baisser le coût du travail. Alors, le problème, c'est que si on baisse le coût du travail en baissant les salaires, on baisse les revenus des gens et ça qui peut en plus avoir d'autres conséquences sur la demande des autres biens, puisque ces travailleurs sont aussi des consommateurs. Et donc, pour essayer d'éviter à la fois un creusement trop fort des inégalités et finalement une chute de la demande des produits et services, on a dit on va baisser le coût du travail, mais on va baisser le coût du travail sans baisser le salaire que perçoivent les salariés, c'est-à-dire que en fait, on va subventionner d'une certaine manière le travail pour que ce ne soit pas trop cher, parce qu'évidemment, payer une partie du salaire des travailleurs à la place des entreprises, ça coûte rapidement cher. On va se focaliser vers les catégories de travailleurs qui sont les plus sujets au chômage, c'est-à-dire les bas salaires. Et étant donné que le diagnostic était fait sur le salaire minimum, c'est aussi au niveau du salaire minimum qu'on a cherché à baisser ce coût du travail. Et on l'a fait principalement de manière fiscale, c'est-à-dire que, de manière liée au prélèvement obligatoire, c'est-à-dire qu'on a baissé les prélèvements obligatoires sur les bas salaires pour baisser le coût du travail sur les bas salaires. Donc il y a deux grands types de politiques que vous avez là, qui ont toutes deux commencé à peu près à la même époque, à peu près pour les mêmes raisons, qui sont assez similaires d'ailleurs l'une à l'autre. La politique de crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile qui était destiné aux ménages, parce que là on était dans un cadre où en fait la demande de travail était directement une demande de services domestiques et donc à ce moment-là on a fait baisser le coût du travail en faisant un crédit d'impôt pour les gens qui employaient à domicile et puis plus généralement ensuite ça a été étendu pour tous les gens qui consommaient ce type de services même s'ils n'étaient pas directement l'employeur. Donc ça a commencé en 92 et puis en 93 l'année suivante pour l'ensemble des emplois à bas salaire on a réduit les cotisations sociales. D'accord ? Donc je vais essayer de vous parler rapidement de ces deux politiques qui ont des effets assez similaires. Donc d'abord le crédit d'impôt. Donc on voit ici qu'il a été donc créé à partir de 92 avec un plafond relativement bas. Donc le principe, c'est quand vous consommez des services à domicile, vous les payez et la moitié de votre dépense est remboursée sur votre feuille d'impôt. D'accord ? Alors jusqu'à ici 2007. C'était remboursé à concurrence de vos impôts, c'est-à-dire que si 50% de vos dépenses de services à domicile dépassaient votre montant d'impôt, simplement vous ne deviez plus d'impôts, mais finalement vous ne récupériez pas l'intégralité de la réduction potentielle à laquelle vous auriez pu avoir droit. Et puis à partir de cette date-là, c'est devenu un crédit, c'est-à-dire que si vous consommez pour
disons 3 000 euros d'impôts, 3 000 euros de services à la personne par an, vous avez droit à 1 500 euros de crédit d'impôt. Si vous devez 1 000 euros d'impôts, eh ben, le fisc vous fait un chèque de 500 euros pour que vous bénéficiez effectivement de l'intégralité des 1 500 de réduction. Donc c'est vraiment le principe, c'est qu'on réduit de moitié le coût du travail des services à la personne. Ce qui s'est passé en revanche au cours du temps, et ce qu'on voit là, c'est le plafond. Le plafond qui a beaucoup bougé, c'est-à-dire que c'est au départ environ les 4 000 premiers euros annuels de dépenses étaient éligibles. Donc si vous dépensiez 3 000 euros de service à la personne, vous aviez droit à 1 500 euros de réduction d'impôt. Si vous dépensiez 4 000, vous aviez droit à 2 000 euros de réduction d'impôt. Si vous dépensiez 5 000, vous aviez droit à 2 000 euros et pas plus, parce que c'était plafonné à 4 000. Et puis ça a été augmenté, puis rebaissé, puis réaugmenté. Et puis il y a des cas particuliers selon que la personne qui consomme est dépendante, a des enfants à charge, etc. Et donc maintenant on a des plafonds qui sont très très élevés, puisque le standard est à 12 000 euros par an. D'accord, donc on rembourse jusqu'à 6 000 euros pour 12 000 euros de dépenses et beaucoup plus selon la configuration du ménage. Donc c'est des politiques qui sont relativement importantes et qui aujourd'hui, cette politique-là coûte, d'une certaine manière, hein, la subvention coûte 4,5 milliards à l'État, ce qui est relativement important. Pour ce qui est de l'évaluation, puisqu'on parle d'évaluation, Bruno disait tout à l'heure, un des points c'est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est attribuable comme création ou destruction d'emplois à la politique et qu'est-ce qui est dû à autre chose. Parce qu'évidemment, sur les services à la personne, il y a beaucoup de choses qui se passent sur toute cette période-là. Sur toute cette période-là, on a une augmentation du travail des femmes et donc une augmentation de la demande d'un certain nombre de services, notamment de garde d'enfants. On a un vieillissement de la population et donc la croissance de la demande d'un certain nombre de services et tout ça, finalement, c'est pas lié directement à la politique. On a des simplifications administratives, on a beaucoup d'autres choses. D'accord ? Et donc là, l'idée, c'est de savoir quel est le but, quel est l'impact de cette politique. Et pour regarder l'impact de cette politique, en fait, ce qui est le plus pratique, c'est regarder des moments précis de transformation. Donc en l'occurrence, il y a eu 3 études. Une, à ce moment-là, au moment de la création, puisqu'on passe de 0 subvention à une certaine subvention. Et donc en regardant et en suivant dans le temps les différents ménages et en suivant dans le temps la consommation de ces différents ménages, on peut arriver à mesurer quel a été l'impact de la réforme en regardant comment la consommation des ménages a changé en fonction qu'ils étaient ou pas éligibles à la mesure. Il y a eu ensuite l'analyse de 7 baisses de plafond. Et là, c'est pareil, on a des gens qui sont touchés, c'était ceux qui consommaient plus que le plafond, des gens qui ne sont pas touchés, qui sont ceux qui consommaient moins que le plafond. En comparant l'évolution de la consommation de ces deux groupes de personnes, on peut exactement sur cette période-là, on peut essayer de savoir ce qui s'est passé, quel est l'impact de la réforme sur la consommation. Et puis le troisième point, ça a été cette troisième réforme-là, à nouveau une hausse de plafond. Et les résultats sont les suivants. Au moment de la création, on a eu effectivement un impact causal sur l'emploi, avec estimé par Claire Marbeau environ 27 000 emplois équivalents temps plein créés, ce qui par rapport au coût de la mesure représente un coût de quasiment 40 000 euros annuels dépensés sur fonds publics pour chaque emploi créé. Donc c'est relativement élevé, mais vous allez voir que par rapport à la plupart des politiques de l'emploi, c'est très efficace. C'est la plus efficace des politiques de l'emploi qu'on a pu trouver pour l'instant. La baisse de plafond, donc celle que vous avez vue, la grande baisse de plafond, elle a quasiment pas détruit d'emplois. D'accord, parce qu'elle a environ. Alors, c'est l'évaluation la plus défavorable à la mesure. C'est 600 emplois détruits pour une économie de 140 millions d'euros, ce qui fait une économie de 230 000 euros par an et par emploi détruit. Et puis la réaugmentation du plafond. La réaugmentation du plafond ici, on est dans les mêmes ordres de grandeur. D'accord ? Et donc, en gros, le résultat principal, c'est que la création initiale avec un plafond faible a effectivement réussi à créer de l'emploi. Alors, ce qu'on appelle création d'emploi ici, c'est création plus blanchiment. Parce que ce qu'on regarde, c'est la consommation officielle. C'est la consommation déclarée. Donc, quand on dit il y a eu 27 000 emplois, c'est il y a eu 27 000 emplois nouvellement déclarés du fait de la mesure. Est-ce que ce sont réellement des nouveaux emplois ou est-ce que c'était des emplois qui étaient clandestins et qui deviennent déclarés ? On n'est pas capable de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les deux sont
d'une certaine manière un progrès, qu'on soit un nouvel emploi pur ou qu'on soit un emploi nouvellement déclaré, c'est un progrès. Et on sait que cette somme-là, elle est pas totalement négligeable pour la création avec un plafond bas. Par contre, elle est vraiment ridicule pour les variations de plafond. Et donc voilà le résultat. Alors en soi, c'est pas forcément très étonnant. Pourquoi c'est pas très étonnant? L'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on augmente de 0 à un niveau de plafond relativement faible, on va toucher potentiellement beaucoup de gens. On va toucher beaucoup de gens, et notamment tous les gens qui hésitent entre consommer et ne pas consommer. Et ces gens-là, potentiellement, ils peuvent être incités à consommer si on leur baisse le coût. Quand on augmente de plafond, quand on a déjà comme on était par exemple en 2003, on était déjà à 7 000 € par an et on passe à 10 000 € par an, les gens qui sont touchés par cette réforme sont des gens qui consommaient au moins déjà 7 000 € de services par an. Donc soit c'est des personnes qui sont très contraintes, parce qu'elles sont dépendantes, etc. Et du coup, elles ne vont pas changer beaucoup leur consommation, puisque leurs consommations sont contraintes. Soit c'est des personnes qui sont très aisées et qui peuvent du coup se permettre d'avoir déjà 7 000 € ou plus de consommation. Et ces gens-là, elles, c'est l'inverse, elles sont assez peu contraintes par leur budget, et donc elles sont moins sensibles au prix, et donc elles vont moins augmenter du fait du prix. Donc c'est assez logique que quand on crée au niveau des bas plafonds, on ait un effet qui soit sensible, et que quand on augmente les plafonds, on ne touche plus que des individus soit totalement contraints, soit très aisés, et dans les deux cas, l'effet est très faible. Et ce point-là, il s'observe d'autant plus quand on regarde, in fine, l'impact redistributif, puisqu'évidemment, maintenant qu'on a des plafonds de plus en plus hauts, en fait, sont subventionnés principalement les dépenses très très fortes des personnes les plus aisées. Et donc, on se retrouve avec, si on regarde comment est partagée l'aide, environ 6,6% de l'aide qui bénéficie à la moitié inférieure de la distribution des niveaux de vie, et plus de 43% de l'aide uniquement au décile du haut. D'accord, mais c'est logique, vu comment ça a été construit et vu ce que c'est. Le décile du haut, c'est 10%. C'est les 10%, excusez-moi. Oui. Le décile du haut, c'est les 10% les plus riches. Je passe, parce que je pense que j'ai été déjà un peu trop long, sur les allègements de cotisation. Les allègements de cotisation, ce qu'il faut voir, c'est que donc, là, vous avez ici, je vais vous tracer les barèmes. Ici, vous avez le niveau de salaire en fonction du SMIC. Et ici, vous avez le taux de l'allègement. D'accord ? L'idée, c'est qu'au départ, en 1993, on a créé un allègement très ciblé de 5,8% entre 1 et 1,1 SMIC et de la moitié entre 1,1 et 1,2 SMIC. Et depuis, ça n'a cessé d'augmenter. Donc on a eu, ça c'était l'allègement Balladur, on a eu un autre allègement Balladur qui a été un peu poussé jusqu'à 1,3 SMIC. Ensuite, on a eu encore un autre allègement du même type où on a augmenté la part du milieu aussi. Ensuite, on a essayé de lisser le tout en augmentant, ça c'est en 96 l'allègement Juppé. Ensuite, avec les 35 heures, on a fait une augmentation, alors que celle-là est très particulière, c'est pour ça que je la mets en pointillé, c'est parce qu'elle était conditionnelle au fait de passer aux 35 heures, c'était une incitation pour passer aux 35 heures. Et après la fin de la réforme des 35 heures, on a eu la pérennisation de cette chose-là, mais cette fois de manière un peu plus brute, avec les allègements Fillon, cette fois. Et puis, on saute un peu de date, on arrive en 2013, et on a le CICE. Le CICE, il rajoute 6% partout, mais cette fois, pas seulement jusqu'à 1,6 SMIC, mais carrément jusqu'à 2,5 SMIC. Là, c'était la première année de CICE. La deuxième année de CICE, on passe de 4 à 6%. Et puis, en 2015, on rajoute le pacte de responsabilité jusqu'à 1,6% ici. En 2016, on prolonge le pacte de responsabilité jusqu'à... ah non, c'est pas ça. Ah mince, c'est jusqu'à 3... Ah oui, jusqu'à 3,5, si on le voit ici. Là, vous avez du violet ici, jusqu'à 3,5. En 2017, on monte le CICE à 6%. Et cette année, alors c'est pas encore fait, mais c'était prévu, mais c'est vrai que c'est repoussé régulièrement, on a la descente du CICE de 7 à 6%, et en contrepartie, une augmentation de l'allègement sur les très bas salaires, mais qui s'éteint à 1,6%, et donc on est à la courbe orange aujourd'hui. D'accord ? Donc voilà les allègements, il y en a eu beaucoup.
Il y a eu énormément de réformes, et comme il y a énormément de réformes, c'est bien, c'est qu'on peut les évaluer. On les évalue un peu de la même manière, on essaye de comparer, de regarder en fonction d'entreprises qui ont beaucoup de salariés, alors qu'on essaye de prendre des entreprises assez similaires, certaines qui ont beaucoup de salariés juste avant un seuil, et d'autres juste après un seuil, et comme ça on voit les entreprises qui sont plus ou moins traitées, on voit comment elles se comportent après la réforme, et on arrive à en déduire s'il y a des différences de comportement, si la réforme a eu un impact. Donc je vous fais un bref résumé de la même manière. Sur la vague, alors vous avez des couleurs, hein. Vous avez la vague bleue qui est la vague initiale très ciblée sur les bas salaires. Vous avez la vague noire, en fait c'est juste une seule, c'est la réforme Fillon, c'est l'extension. Et puis la vague récente que j'ai appelée la vague rose, qui est le CICE et pacte de responsabilité. Donc quand on regarde les estimations, on a plutôt un effet assez fort. Alors même s'il y a des effets sur des anciennes qui étaient plus ou moins ambigus, mais enfin il y a quand même un relatif consensus pour dire que la vague bleue, qui était très ciblée sur les bas salaires, a eu plutôt un effet positif. La vague noire a eu un effet qui est mesurable, qui est non nul, mais qui est très faible. Et puis la vague rose, il semble qu'elle soit nulle. Hein. Moi, j'ai estimé qu'elle était nulle. On a d'autres choses. Il n'y a pas d'effet. Alors, les explications, il peut y en avoir. C'est forcément nul. Ça peut être négatif. Ça ne peut pas produire un effet inverse à celui recherché. Potentiellement, ça pourrait. Mais alors, là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails parce que là, du coup, ça devient déjà nul, c'est pas satisfaisant. C'est pas très satisfaisant parce que ça. Alors, par contre, oui, parce que là, la somme de tout ça, on est à 60 milliards. Hein. On est à 3 points de PIB. C'est pas grave, c'est l'État qui paye. Donc c'est pas rien. Et notamment, on est à 3 points de PIB. Et rien que pour celle-là, on est à 20. Et pour celle-là, on est à 8. Donc c'est assez important. Alors les explications pourquoi, il y en a, je dirais qu'il y en a deux types pour expliquer surtout cette évolution, le fait qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Vous avez une première explication qui est liée au niveau de salaire concerné. C'est-à-dire que la vague bleue, c'est vraiment les très bas salaires, la vague noire, c'est des salaires un peu plus hauts, la vague rose, c'est des salaires beaucoup plus hauts. Et là, on a une première idée qui est de dire, justement, la vague bleue, on est très contraint par le salaire minimum. Donc quand on va baisser le coût du travail, quand on va baisser les cotisations très proches du salaire minimum, en fait, du coup, on va vraiment baisser le coût du travail à ce niveau-là et donc on va avoir un effet de demande. Alors que quand on va baisser les allégements de cotisation à un niveau beaucoup plus haut, les salariés ont un pouvoir de négociation. Et les salariés ayant un pouvoir de négociation quand ils sont payés à 2,5, 3,5 SMIC, ils vont réclamer une part de cet allègement de cotisation. Et donc l'allègement de cotisation, il ne va pas se traduire intégralement en baisse de coût du travail, il va se traduire aussi en augmentation du salaire. Et ce qu'on observe justement sur donc, le début de la vague rose ici, c'est qu'on a la courbe, alors ce qu'on mesure ici, c'est on prend les entreprises qui sont plus ou moins traitées et on compare, on regarde l'évolution relative de l'emploi et des salaires dans les entreprises plus ou moins aidées avant la réforme et après la réforme. On voit qu'elles sont à peu près similaires en comportement avant la réforme et que pour l'emploi, elles restent similaires. C'est bien ce qu'on avait, effet nul, pas d'effet, il n'y a pas de changement de comportement après la réforme entre les entreprises plus ou moins aidées. Par contre, si on regarde le salaire, on voit que les entreprises qui ont été plus aidées ont plus augmenté leur salaire que les autres. Et alors, si on regarde plus précisément, si on fait la même chose en regardant le salaire des cadres et des professions intermédiaires en bleu versus le salaire des ouvriers et des employés en rouge, on voit que la différence d'augmentation de salaire, elle n'a pas du tout lieu pour les ouvriers et les employés, qui sont majoritairement à bas salaire, et par contre, elle a lieu à plein pour les cadres et les professions intermédiaires qui sont mieux payés. Il est déjà 14h30. Et il y en a 3. Et les questions. Donc je vais m'arrêter là. Peut-être juste un point sur la deuxième explication possible et en guise de conclusion. La deuxième explication possible, c'est que le mécanisme, en dehors de cet effet pur de demande, l'autre mécanisme qui peut expliquer qu'une baisse des cotisations va avoir un effet sur l'emploi, c'est ce qu'on appelle un effet de substitution. C'est-à-dire qu'on va rendre le travail peu qualifié relativement moins cher, et donc les entreprises vont se dire, moi pour produire, je vais peut-être utiliser moins de capital et moins de travail très qualifié et plus de travail peu qualifié. Et donc plus il y a des technologies dans lesquelles on a de la substitution possible entre le travail peu qualifié et le travail très qualifié, plus ce genre d'allègement ciblé peut avoir un impact pour augmenter la demande de travail peu qualifié. Et donc, si, avec l'évolution des technologies, on a des technologies dans lesquelles l'emploi peu qualifié va être plus complémentaire, et notamment dans une économie plus liée sur des services où on va avoir de la complémentarité entre de l'emploi peu qualifié et des algorithmes, dans ce cas-là,
eh ben, on ne peut pas substituer, puisque les offres sont complémentaires. Et donc, si on baisse le coût du travail peu qualifié, ben, on ne crée pas de substitution et donc ça ne crée pas d'emploi. C'est la deuxième explication possible, qui là n'est pas liée à l'augmentation des salaires ciblés par les réformes, mais qui est juste liée sur la période à un changement de la complémentarité entre les formes de travail au cours de la période. Et je vais du coup m'arrêter là. Autant dire que les 5 à 10 prochaines années, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et la massification de la robotisation, ne vont pas simplifier les choses. Je crois qu'on passe tout de suite à votre voisine, si j'ai bien suivi. Bon, voilà, j'ai suivi. Morgane Laouénan, chargée de recherche CNRS à l'Université Paris 1 Sorbonne. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des discriminations ethniques à l'embauche. Donc j'imagine, comme vous le savez sûrement, l'accès à l'emploi des minorités ethniques est plus difficile que pour la population majoritaire. Alors, donc en fait, pardon, il est important de... En fait, il faut bien parler... il est important de comprendre en fait quelle est la part des discriminations en fait, qui explique ces inégalités en termes de recrutement pour ces minorités ethniques. Donc en fait, au cours des dernières années... Vous entendez ou pas? Ouais. Ok. En fait, faut coller le micro, comme le chanteur à la télévision, vous pouvez carrément coller les lèvres au micro. C'est bon. Vraiment, non, mais vous pouvez carrément le coller au menton, c'est le meilleur truc. Voilà, non, mais voilà, ça marche très bien. Comme ça. Ok, donc en fait, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont permis en fait de comprendre ces différentes discriminations ethniques à l'embauche. Et en fait, ces expérimentations ont mis en évidence l'existence de comportements discriminatoires de la part des recruteurs. Et qu'est-ce qu'on entend par expérimentation? Donc ici, on parle de testing. Donc vous avez sûrement entendu parler des testings. L'idée est, pour chaque offre d'emploi, on envoie 2 CV. Donc 2 CV qui sont totalement identiques en termes de qualification, en termes d'expérience, etc. Mais par contre, ils diffèrent sur un point qui est le prénom et le nom de famille du candidat. Et en fait, après, ce qu'on regarde, on regarde comment les 2 CV diffèrent en termes du taux de réponse provenant de l'employeur, en fait. Et en France, il y a eu de nombreux testings qui révèlent que finalement, les individus d'origine maghrébine sont particulièrement touchés par ce phénomène de discrimination. Donc si je vous donne un chiffre, ils ont jusqu'à 3 fois moins de chances que les candidats d'origine hexagonale de recevoir un retour positif des employeurs. Donc bien sûr, ce chiffre dépend un peu en fonction du type de testing, de la localisation, des métiers qui étaient ciblés, etc. Donc bien sûr, on a ce constat-là. Et nous, ce qui est intéressant ici, c'est de voir en fait, il y a plusieurs travaux d'économistes qui ont essayé d'étudier la question des possibilités d'action pour lutter contre ce phénomène. Donc premièrement, il y a eu des économistes qui ont expérimenté le CV anonyme, donc peut-être que vous avez entendu parler, pour essayer de lutter contre les discriminations, mais en fait, leurs résultats montrent que cette mesure n'a pas été efficace en fait, pour lutter contre les discriminations. La deuxième étude d'économistes a été d'évaluer l'impact de la labellisation du mérite. Notamment, ils ont fait apparaître en fait, sur le CV l'obtention de la distinction meilleur apprenti de France. Ils ont vu que finalement que cette mesure n'était pas très efficace non plus pour lutter contre les discriminations. Et enfin, dernièrement, il y a aussi d'autres économistes qui évaluent l'impact du signalement d'une bonne maîtrise du français sur les CV. Et en fait, leurs résultats sont un petit peu plus encourageants, car en fait, ce signal permet de réduire les inégalités entre les deux types de candidatures. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que nous avons mobilisé des données d'un testing qui avait été conduit par une association qui s'appelle ISM Quorum, qui a été qui a été menée pour la DARES. Donc la DARES, c'est la Direction d'animation de la recherche, des études et des statistiques. Donc ça dépend directement du ministère du Travail. Et donc en fait, ce testing a été mené entre mars et juillet 2016 dans 40 entreprises de plus de 1000 salariés. Donc c'est vraiment des grosses entreprises. Et en fait, cette expérience indique qu'à caractéristiques similaires, les candidats hexagonaux, donc majoritaires, doivent en moyenne envoyer 2 candidatures pour recevoir une réponse positive du recruteur, alors que les candidats d'origine maghrébine doivent en envoyer 3. Donc vous voyez la différence entre les 2 types de candidats, alors que les caractéristiques sont les mêmes. Ils ont des mêmes CV en termes de, comme je vous ai dit, qualification, expérience, diplôme, localisation. Et au-delà de ce constat, parce que ce n'est pas nouveau, parce que finalement on a à peu près les mêmes chiffres que ce que je vous ai dit tout au début, on a envie de creuser, de savoir en fait quels sont les dispositifs qui permettent de lutter en fait, contre ce fléau.
Donc c'est ce que nous avons essayé de faire en fait en nous intéressant à l'effet de l'organisation du recrutement sur le niveau des discriminations. Donc qu'est-ce que je veux dire par organisation de recrutement? C'est qu'en fait le recrutement peut se faire soit au niveau du siège, donc là c'est vraiment des responsables RH, un service RH qui s'occupe du recrutement, soit ça se passe au niveau de l'établissement. Dans ces cas-là, c'est par exemple le manager d'un magasin qui s'occupe de recruter directement les candidats. Sachant, je me permets de vous interrompre, mais comme c'est vrai qu'on en a parlé pas mal dans l'actualité ces derniers temps, de ces discriminations à l'embauche, vous ne parlez que du secteur privé. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que le secteur public, il y a le principe du concours. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de discrimination. Donc là, vraiment, c'est qu'au niveau, je parlais des boîtes, donc les 40 entreprises dans le secteur privé, bien sûr. Et donc, dans ce testing qui a été commandé par la DARES, 2 tiers des candidatures sont sélectionnées, comme je vous ai dit, au niveau du siège, et alors qu'il y a 1 tiers qui est vraiment, alors que le tiers restant est sélectionné directement au niveau de l'établissement, au niveau du manager, qui finalement, c'est pas son boulot en fait. C'est pas son boulot finalement de recruter. Donc finalement, ces différences en termes de professionnalisation des recruteurs peuvent affecter le niveau de discrimination pour 3 raisons. La première, c'est que les professionnels RH, donc qui s'occupent du recrutement au niveau du siège, sont davantage formés et sensibilisés à ces questions de discrimination. Deuxième chose, ils sont par ailleurs aussi moins influencés que les managers en termes de contraintes de terrain. Par exemple, les managers au niveau de l'établissement peuvent finalement prendre en compte les potentiels goûts des consommateurs ou chercher à maintenir des équipes homogènes en fait pour faciliter la gestion, alors que finalement les recruteurs au niveau du siège n'ont pas ces contraintes-là en fait. Et enfin, troisièmement, les services RH ont davantage de temps à consacrer finalement à cette tâche, puisque c'est leur boulot en fait, par rapport aux managers des établissements. Donc voilà, ils vont avoir plus le temps de sélectionner des bons candidats et plutôt que de se focaliser leur choix, d'effectuer leur choix basé sur des stéréotypes. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on montre dans notre étude du document de la DARES qui est sorti le mois dernier, que finalement recruter par le biais d'un service RH centralisé implique des discriminations, mais celles-ci sont de très faible ampleur. Alors que si finalement on regarde le recrutement au sein de l'établissement, comme je vous dis, si c'est le manager qui s'en occupe, finalement il y a un niveau de discrimination qui est beaucoup plus important. Les candidats maghrébins doivent envoyer 4 CV pour potentiellement avoir une réponse positive de recruteur, alors que les candidats hexagonaux doivent en envoyer que 2. Donc vous voyez que le différentiel finalement a augmenté entre ces 2 candidats si on se focalise sur le recrutement effectué par les managers. Donc voilà, finalement, quelle est la conclusion de cette étude? C'est que ces résultats montrent qu'agir sur l'organisation des recrutements permet en fait de réduire significativement la différence de taux de réponse positive entre ces 2 types de candidats. Et voilà. La conclusion, en allant un peu plus loin, c'est qu'il faudrait externaliser pour tout le monde le recrutement. D'accord. C'est ça, c'est un petit peu peut-être difficile à mettre en place, mais en gros, c'est un message positif en même temps. Parce que si je me souviens bien les chiffres, l'emploi en France, 90% de l'emploi, c'est l'entreprise de moins de 200, 250 salariés. Là, on parle et 60%, c'est des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, c'est pas simple pour tout le monde de se soumettre à cette... C'est sûr. Non, cette mesure serait potentiellement plus pour les grosses entreprises, finalement, de plus de 1000 salariés. Vous n'avez pas découpé le truc en tranches, par exemple l'artisanat, où on sait que c'est essentiellement de la petite entreprise, pour voir si... en ça sera la prochaine étape. Très instructif. Alors, on continue notre tour de table. Je crois que là, c'est à vous. On va vous donner un micro. Andréana, donc Christova, docteur en économie et spécialiste des questions de l'emploi, ça tombe bien. Et donc, vous êtes chargée de valorisation et développement scientifique au LIEP. Bonjour. Alors, il faut le mettre vraiment près de la bouche. Alors, je ne suis pas fan des karaokés, mais c'est exactement ça, pourtant. Donc, je vais parler un peu d'une question qui n'est pas nouvelle, mais en même temps qui a subi pas mal de changements au fil du temps. Effectivement, depuis les années 90, on a vu apparaître dans le langage, en tout cas en parlant des politiques d'emploi, le mot activation qui est très souvent associé à la recherche d'emploi. Donc, ce mot-là, il n'est pas venu là par hasard. Il a été effectivement introduit progressivement par le biais de l'OCDE, de la Commission européenne.
et sous un angle bien particulier. Donc on va voir comment il a été décliné, en tout cas en France. Alors il répond à une logique particulière, puisque effectivement, si on considérait en tant que demandeur d'emploi, si on considérait que lorsqu'on a cotisé, a priori on avait droit à être indemnisé pendant un certain temps, il y a eu au fil du temps, avec l'accroissement du nombre des chômeurs, aussi un glissement de cette logique-là, c'est-à-dire que cette logique de réparation était progressivement abandonnée, en tout cas mise en retrait, au profit d'une logique d'activation, c'est-à-dire qu'effectivement on répare. Non, il suffit de parler vraiment contre la bouche, c'est la seule solution. Voilà, on répare et en même temps on essaie de faire en sorte que les demandeurs d'emploi travaillent pour leur bien-être. Donc on est passé d'une logique du bien-être qui était acquise auparavant, d'une certaine manière, à une logique, si vous voulez augmenter votre bien-être, il faut travailler. Donc c'est une logique d'activation, d'incitation à la reprise du travail ou de l'activité. Alors, je dis bien du travail ou de l'activité, puisqu'on va voir que les deux termes coexistent et ça a son importance. En France, du coup, ça s'est traduit par deux choses. La première, c'est la création de ces politiques dites actives de l'emploi. Leur premier objectif, c'est d'essayer quand même de diminuer les dépenses publiques, puisque effectivement, c'est bien connu en France, on dépense beaucoup d'argent pour les demandeurs d'emploi, même s'ils ont cotisé. Et le deuxième objectif, c'est d'inciter les individus à travailler, c'est-à-dire de favoriser un revenu qui provient du travail plutôt que de l'aide sociale ou de l'allocation chômage. Donc, ça veut dire qu'effectivement, progressivement, parallèlement aux dispositifs généraux dont Clément Carbonnier a parlé, qui consistent à exonérer des cotisations sociales, les employeurs des cotisations sociales, on a développé des dispositifs dits ciblés qui consistent à accompagner les chômeurs, à favoriser la formation professionnelle et la création directe de l'emploi par le biais des contrats aidés. Alors, bien sûr, ces trois dispositifs ciblés ne sont pas du tout nouveaux, puisque ça fait plus de 40 ans, voire même plus, qu'on a ces dispositifs-là. Ce qui va changer, c'est la manière dont on va les déployer et décliner, et l'usage qu'on va en faire au fil du temps. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour l'activation des dépenses, ou en tout cas les dépenses qui relèvent des politiques actives de l'emploi, cela représente à peu près 3% du PIB, du produit intérieur brut, en 2016. Et alors, si on fait un recul sur les 20 dernières années, il n'y a pas vraiment de réduction, mais il y a une oscillation entre 2,5 et 3%, selon les périodes de reprise d'activité, etc. Donc, ça représente à peu près 67 milliards d'euros. Alors, pour 2/3, ça revient aux dépenses dites passives, c'est-à-dire à l'indemnisation de chômage, et pour 1/4, ça revient aux dépenses dites actives, c'est-à-dire à la formation, à l'accompagnement des chômeurs, les contrats aidés, etc. Donc, la petite part qui reste, c'est ce qui est consacré au service public de l'emploi, c'est-à-dire qui est une part faible, mais qui est relativement constante au fil du temps, quel que soit le nombre de chômeurs. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la part qui est attribuée au nombre, enfin en tout cas à la gestion des chômeurs, est relativement constante au fil du temps. Donc, je vais me concentrer essentiellement sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, puisque si je dois développer et les contrats aidés et les formations professionnelles, ça me demanderait beaucoup plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a observé du côté des demandeurs d'emploi et de leur accompagnement? Alors, il y a effectivement une sorte de renforcement de l'accompagnement qui est accompagné avec un conditionnement des droits, de l'accès aux droits. Alors, ça repose sur le principe de l'obligation mutuelle. Grosso modo, Pôle emploi s'engage à mieux accompagner et à fournir un accompagnement individualisé
des demandeurs d'emploi et par le biais d'un parcours personnalisé d'accès à l'emploi. Et d'autre part, les demandeurs d'emploi, quant à eux, s'engagent à faire une recherche active de l'emploi, à participer à des programmes, à des formations qui leur sont proposées, parfois avec plus ou moins d'insistance. Donc pour améliorer leur capacité à s'adapter aux nouveaux emplois créés. Pour ceux qui ont assisté il y a 2 jours à la séquence, on a parlé de la création de nouveaux emplois en raison du développement de nouvelles technologies. Donc ça veut dire effectivement être en capacité de s'adapter aux nouvelles technologies et nouvelles caractéristiques des emplois qui sont disponibles. Alors, il y a 2 choses importantes. Il y a le mot individualisé. Alors, comment faire de l'individualisé lorsque le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi est en augmentation ou sur un niveau qui est assez généralisé et relativement élevé? Donc, effectivement, ça s'est traduit par une transformation de l'accompagnement des chômeurs, puisque on va créer des catégories internes pour classer les chômeurs et accompagner, renforcer en tout cas l'accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui vont être des potentiels chômeurs de longue durée. L'idée étant qu'ils ne restent pas très longtemps au chômage. Donc, on a créé 4 catégories de demandeurs d'emploi. Alors, c'est des catégories internes, bien sûr, ce n'est pas des catégories officielles, mais on va classer selon un certain nombre de caractéristiques. Donc, à ma connaissance, normalement, la dernière fois, il y en avait une 30aine de caractéristiques qui sont celles qui reprennent toutes les caractéristiques, les attributs sociaux, le niveau de diplôme, la région, le sexe de l'individu aussi, puisque notre probabilité d'être au chômage n'est pas la même. Le niveau d'études, le type d'études, voilà, plein de caractéristiques qui, combinées, vont donner lieu au classement des demandeurs d'emploi pour lesquels on va avoir des suivis différenciés. Alors, du suivi le plus light, donc uniquement un accès libre, vous avez droit d'aller consulter des offres sur le site internet de Pôle emploi. Vous avez un conseiller qui vous est attribué, mais vous ne le voyez jamais. Et donc, vous vous débrouillez d'une certaine manière. Et les 2 catégories intermédiaires, donc les accompagnements guidés et les accompagnements renforcés, là, demandent davantage d'implication des conseillers, effectivement, avec de rédaction de CV, des bilans de compétences, des rendez-vous plus réguliers, etc. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de l'accompagnement global, qui implique également un accompagnement social. Alors, dans ce cas-là, le travail est fait en collaboration avec les conseils généraux, puisque, effectivement, on va considérer que ce sont des individus les plus éloignés de l'emploi et qui ont besoin d'abord de lever un certain nombre d'obstacles sociaux, on va dire, avant de se mettre à rechercher un emploi. Alors, tous ces dispositifs-là ont amené à plusieurs évaluations. Un premier, qui a été fait par un collègue du LIEP, d'ailleurs, Denis Fougère, constate que le passage par un accompagnement augmente le taux de reprise, de retour à l'emploi. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il constate également dans son évaluation, c'est que plus l'accompagnement est intense, donc plus on suit la personne de près, plus ce retour à l'emploi est important. Enfin, la reprise de l'emploi est importante. C'est exceptionnel de... Alors, bon, enfin, comment être étonné, mais bon. Ça veut dire qu'on aurait pu trouver un autre résultat que celui-là. C'est-à-dire plus on accompagne quelqu'un pour qu'il trouve un emploi et plus, vous voyez. Non, mais vous connaissez peut-être la palisse en français, mais on a l'impression que c'est de la palissade. Plus on accompagne quelqu'un pour qu'il trouve un boulot, et plus il en trouve un. Alors, non, c'est pas aussi évident que ça. Non, c'est pas aussi évident que ça, puisque ce à quoi il faut s'intéresser, c'est au contenu de l'accompagnement aussi. Ah, oui, je suis d'accord. Oui. Voilà. Non, parce que vous avez distingué tout à l'heure, vous avez dit si on le voit jamais, le conseiller de Pôle emploi, bah oui, si on le voit jamais, effectivement, on n'est pas vraiment accompagné. Et donc plus on l'accompagne et plus ça marche. Tant mieux.
C'est rassurant, en tout cas pour les individus qui en ont besoin. Oui, non, mais... L'autre dimension qui a été repérée, c'est que effectivement, plus l'accompagnement a une teneur en formation professionnelle, plus effectivement il y a un retour vers l'emploi. Alors là aussi, il y a beaucoup de nuances. Là, je dresse le bilan, enfin, en tout cas de cette première étude, et qui semble assez encourageante. Et je vais quand même nuancer les conditions dans lesquelles ça ne se passe pas forcément de cette manière-là. Alors, effectivement, on va constater également qu'il y a ce qu'on appelle des effets de déplacement. C'est-à-dire que si on ne crée pas beaucoup d'emplois, il y a on va dire un stock d'emplois constant, le fait d'accompagner des personnes, ça les met en haut de la file d'attente, d'une certaine manière. Donc on favorise un certain groupe de publics qui sont mieux accompagnés au détriment des autres qui sont un peu moins accompagnés. Alors, ce qui effectivement produit un déplacement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, ils n'accèdent pas plus à l'emploi, c'est juste des personnes qui auraient accédé plus difficilement à l'emploi, ils accèdent plus facilement. Pour autant, d'autres prennent leur place pour avoir un petit peu plus de difficultés. Deuxième chose, le suivi individualisé, il suppose qu'effectivement les conseillers d'emploi ont la capacité d'accompagner les individus. Pour vous donner une idée de ce que ça représente pour les conseillers à l'emploi, ces différents types d'accompagnement, donc ils ont des portefeuilles différents. Un conseiller qui fait un accompagnement libre va accompagner entre 200 et 350 individus. Donc, autant dire qu'effectivement, il y a peu de chances qu'on voit son conseiller. Alors, ça va jusqu'à, dans l'accompagnement renforcé, 70 individus. C'est-à-dire, effectivement, quand on accompagne 70 individus, on peut les rencontrer à une fréquence qui est plus raisonnable. Ouais, enfin, si on fait un calcul mental rapide, à raison de 167 heures par mois, si on enlève les tâches administratives et tout le reste, on ne les voit pas forcément tous les mois. C'est sûr. C'est pour ça, et là j'arrive à l'autre dimension, c'est pour ça effectivement que Pôle emploi, mais également les conseils généraux, vont externaliser une partie de l'accompagnement, puisqu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc externaliser une partie de l'accompagnement vers des opérateurs. Et là, ça fait partie d'une des réformes qui a été introduite, c'est effectivement élargir le champ des possibles. Donc parallèlement aux opérateurs traditionnels qui sont les missions locales pour les jeunes, qui sont les différentes associations qui accompagnent les personnes en difficulté, etc., les entreprises d'insertion ou autres, on va mettre en place aussi, introduire des opérateurs privés. Par exemple... 3 minutes. Voilà, je termine. Des opérateurs privés qui vont en tout cas se charger de certaines dimensions de l'accompagnement. La formation, c'est clairement des opérateurs autres que Pôle emploi. Même la formation pour rédiger un CV. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a accru en tout cas le nombre d'intervenants en introduisant les opérateurs privés, sachant que, d'autre part, ces opérateurs privés, ils ont des aides financières, puisqu'effectivement, ils ne font pas ça de manière bénévole. Il y a des aides publiques pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et on voit apparaître, dans ces cas-là, lors des entretiens en tout cas qu'on a menés, que parfois, les objectifs d'accompagnement social ou d'accompagnement vers l'emploi se percutent avec des objectifs de rentabilité, puisque, effectivement, il y a quand même un objectif de résultat, c'est-à-dire qu'on va imposer un taux de sortie positive des demandeurs d'emploi qui passent par ce dispositif-là pour que la structure ou l'opérateur soit financé. Donc, ça crée aussi, et là j'arrive à mon dernier effet, ça crée aussi ce qu'on appelle des effets d'écrémage. On va choisir les demandeurs d'emploi qui sont les plus employables,
ou en tout cas que l'on va mettre remettre le plus facilement sur le marché du travail, pour qu'on puisse avoir notre résultat et obtenir le financement de la structure. Donc là aussi, c'est des tri internes que l'on va observer à l'intérieur des demandeurs d'emploi, plutôt qu'un accompagnement, en tout cas généralisé, égal pour tout le monde. Voilà. Donc des effets de tri. Bon, lutte contre les discriminations d'un côté, discrimination assumée et mathématiquement calculée de l'autre. Bruno Palier, c'est pas très réjouissant tout ça, dites-moi. Moi, je voudrais faire des commentaires un peu généraux. Les politiques d'aide à l'emploi au résultat nul, voire négatif. Enfin, bon. Voilà, je voudrais réagir un peu à tout ça et réagir à votre propre réaction. C'est-à-dire que ce qu'on apprend quand on travaille sur l'évaluation des politiques publiques, c'est qu'il ne suffit pas de trouver des choses, il ne suffit pas de trouver des choses qui paraissent évidentes, parce qu'elles ne sont pas toujours entendues. Puisque vous avez l'air de faire croire que tout le monde le sait, c'est évident, mais pourtant, quand vous regardez les arbitrages gouvernementaux depuis une trentaine d'années, on fait de moins en moins d'accompagnement et on fait de plus en plus de baisse du coût du travail. Donc, les résultats ont du mal à être communiqués et vous avez beau dire c'est évident, non, ça n'a pas l'air d'être évident dans les décisions publiques puisque on a une réduction des moyens de Pôle emploi, on a de la sous-traitance dont on sait qu'elle induit de l'écrémage et en revanche, alors même qu'il y a une convergence des résultats de l'évaluation de la baisse du coût du travail pour dire ça marche pas super, le gouvernement continue de dépenser 2 à 3 fois plus là-dessus que sur l'accompagnement. Oui, mais on sait, vous et moi, pour quelle raison. On sait que dans un cas, c'est un bouton sur lequel on appuie en janvier pour un résultat immédiat. Regardez l'annonce de la défiscalisation et de la désocialisation des primes. Aujourd'hui, on voit des papiers dans la presse qui disent 2 millions d'entreprises ou 2 millions de salariés ont touché cette fameuse prime. C'est facile d'appuyer sur le bouton « je baisse les charges » ou « je fais un cadeau fiscal ou social », alors que l'accompagnement, on vient de le voir, Pôle emploi ne sait pas le faire, les conseils départementaux ne savent pas le faire non plus, on externalise. Sans trop savoir à qui on l'externalise d'ailleurs. La difficulté, c'est de prendre le temps d'écouter ce qu'on dit, puisque ce que Andréana a dit, que Denis Fougère a démontré, c'est que quand il n'y a pas trop de chômeurs à suivre, Pôle emploi, écoutez-moi, Pôle emploi sait le faire. C'est ça la démonstration. Non, mais vous venez de dire Pôle emploi ne sait pas le faire, ce qu'on répète dans les journaux, mais l'évaluation scrupuleuse et qui a pris le temps de le faire montre que quand vous confiez à un agent de Pôle emploi pas trop de chômeurs à suivre, ça marche. Donc ne dites pas ça marche pas, parce qu'en fait, c'est montré que ça marche, pour autant qu'on ne leur mette pas la pression et leur donner 100, 200 dossiers. Je veux dire, au sens là, au sens politique. Allez, maintenant, vous allez me laisser mes 3 minutes quand même, merci. Donc, sur les lapalissades, je pense que ce qu'on apprend de la recherche, c'est que il faut d'abord essayer d'aller loin dans les résultats, d'essayer de se faire entendre. C'est pas simple, mais on y arrive, il suffit de faire des petits coups de force. Donc se faire entendre sur les résultats. Il y aura des questions après, on a 15 minutes pour les questions. Et puis, la deuxième question, c'est pourquoi, malgré des preuves assez convergentes, démultipliées, on ne le fait pas. Et c'est là où on va buter sur quelque chose qui est une vision du monde générale qui ne va pas forcément dans le sens de la démonstration que l'on a faite. Et là, je voudrais revenir sur qu'est-ce que nous apprennent les politiques d'emploi menées depuis 20 ans sur la vision du monde général que l'on a vis-à-vis du chômage et vis-à-vis de la protection sociale. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a glissé d'un monde dans les années 50, 60, 70 où le chômage était un problème collectif, un manque de consommation, un manque de demande, et de plus en plus, c'est devenu conçu comme un problème d'individus, ça s'appelle le chômage volontaire en économie, d'individus qui ne font pas assez d'efforts pour prendre un emploi. Et ça explique et qui sont trop chers par rapport à leur productivité pour trouver un chômage. Donc cette grande mutation des idées générales sur les causes du chômage et du coup sur les politiques d'emploi, elle explique au moins autant les décisions prises que la réalité de l'efficacité des mesures qui sont faites. Et malgré le fait qu'aujourd'hui on peut démontrer qu'un certain nombre de choses ne marchent pas, tant qu'elles restent dans le logiciel dominant, si l'on peut dire, eh bien on continue d'alimenter la bête avec un certain nombre de décisions. C'est un peu dommageable parce qu'on voit un changement de sens non seulement de ce qu'est le chômage et des causes du chômage, mais un changement de sens de l'ensemble de notre protection sociale. On est quand même passé d'une protection sociale qui visait à garantir à tout le monde qu'il avait un revenu quoi qu'il arrive, à aujourd'hui dire que ce revenu, il est trop élevé, ça rend les gens feignants, ils ne vont pas chercher le travail, donc d'où l'idée de les activer en baissant les prestations sociales
en baissant le coût du travail. Ça aussi donne l'idée que quand vous êtes au chômage, même si vous avez cotisé, ce qu'il faut maintenant, c'est faire un ensemble d'efforts. Donc on perd un peu le sens premier de la protection sociale qui était de garantir à tout le monde qu'on avait un revenu. Et puis surtout, avec cette vision et cette interprétation du chômage, on passe, je crois, à côté du problème structurel dans lequel on est aujourd'hui, qui est sans doute moins un problème de coût qu'un problème de qualification. Donc vous le savez, et les points de départ, ils sont là, c'est que moins on est qualifié, plus on a de risques d'être au chômage. Et puisqu'on est dans le monde de la palisse, on dirait que si on était dans le monde de la palisse, on dirait que la solution, elle est très simple, il suffit d'éduquer les gens. D'accord ? Il suffit d'augmenter l'éducation des gens. Alors premier point, c'est qu'en France, on a eu beau accroître le nombre de gens au baccalauréat, on n'a pas pris au sérieux cette idée de monter en qualification, puisque en gros, pour beaucoup, on a agrandi l'espace des amphithéâtres sans se demander quel ajustement en termes de formation, de contenu de compétences seront adaptés du marché du travail. Le deuxième problème, c'est qu'il ne suffit pas de former les gens, il faut une politique en face. Alors, je ne sais pas s'il faut dire de demande ou d'offre, mais en tout cas de création d'emplois qui correspondent aux qualifications que l'on a. Et ça, c'est un des problèmes et un des pièges français. Alors, ça peut être bien pire. En Espagne, c'est bien pire que ça. C'est que vous qualifiez les gens, vous les amenez au master, mais en face, ils ne trouvent pas le boulot qui correspond parce qu'on n'a pas cherché à créer des emplois de grande qualification, de grande qualité et particulièrement en ligne avec les progrès technologiques, avec les évolutions du marché. Un dernier mot là-dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait ça en France, c'est qu'on croit qu'en France, il n'y a de problème de chômage que chez les non-qualifiés, d'où les politiques présentées par Clément, alors que l'on pourrait aussi bien dire que s'il y a autant de chômage chez les non-qualifiés, c'est parce que les un peu plus qualifiés qu'eux occupent leurs emplois, que les un peu plus qualifiés qu'occupent les emplois en dessous, c'est-à-dire une espèce de déclassement généralisé par rapport au niveau de diplôme. Mais ça appelle quoi comme politique ? Non pas des politiques d'activation et de baisse du coût du travail, ça appellerait des politiques de création, de multiplication des emplois de qualité du côté, donc des politiques industrielles. Et voilà, moi, le tour d'horizon un peu général que je veux tirer, c'est que parfois, à regarder d'une certaine façon les choses, du côté du coût du travail, du côté des chômeurs, on ne voit pas peut-être l'ensemble de la problématique. Et de la problématique, aujourd'hui, elle est de la qualité et des compétences. C'est marrant parce que... Je retiens de votre dernier point quelque chose d'intéressant. Vous dites, en Espagne et en France, on a qualifié des générations de personnes et on n'a pas créé les emplois en face pour qu'ils puissent être absorbés. Vous ne pensez pas que l'enjeu, c'est plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire qualifier des générations en fonction des emplois disponibles et à pourvoir ? En fait, qui doit créer quoi ? C'est ça la question, si je dois poser la question. Alors, le problème, c'est que votre question, elle présuppose qu'il y a un état de nature d'un côté, c'est-à-dire les emplois que l'on crée, puis un état de culture de l'autre qui devrait s'adapter. Or, le problème, c'est que si on laisse l'état de nature faire, en France, on n'est pas trop capable, tout seul, de créer des emplois de bonne qualification. C'est la structure des entreprises, la spécialisation ou l'absence de spécialisation. C'est aussi dans la fonction publique qui occupe beaucoup de monde, une structure très pyramidale qui ne crée pas beaucoup d'emplois qualifiés. Et donc si on se disait, regardons les emplois et ajustons la formation, on a de grands risques d'avoir qu'une conclusion, c'est qu'il faut former moins de gens qu'avant. Si on suit votre raisonnement à vous, pour dire, il y a en gros surqualification dans beaucoup de postes, donc arrêtons de former des gens. Ça vous donne, par exemple, ça vous donne les désastres. On en connaît un désastre, c'est le numerus clausus en médecine, par exemple, ce type de raisonnement qui a été levé hier matin. D'ailleurs. Et donc on peut avoir une dimension beaucoup plus proactive, se demander c'est quoi l'économie aujourd'hui, c'est quoi l'économie de demain, c'est quoi les besoins de la population, où est-ce qu'on a envie d'aller et vers quoi on va mettre en place des politiques industrielles de façon à stimuler des secteurs, stimuler la création d'emplois dans un certain nombre de choses. Ne pas présupposer que le marché décide correctement de ce qu'on est capable de produire, mais essayer d'inciter à ça. Alors là, on a des problèmes qui montent à l'Europe. Est-ce que l'Europe nous laisse faire des politiques industrielles ? Mais il reste que si vous regardez l'Allemagne, si vous regardez les pays scandinaves, dans le même contexte européen, plus ou moins, ils arrivent à avoir, eux, des décisions en disant on va privilégier tel et tel secteur dans lequel on va monter en gamme, on va créer beaucoup d'emplois. Et ça explique en partie aussi la différence de taux de chômage entre les uns et les autres. Alors, on a 15 petites minutes pour que vous puissiez poser des questions aux uns et aux autres. On se trouve qu'on a des micro-baladeurs, donc ce sera mieux qu'on vous passe un des micros au moins, voire les deux, si les autres micros marchent pas mieux. On va garder un micro. Hop, voilà.
prends celui-là. Alors, vous levez la main, éventuellement vous vous présentez et vous posez la question. Et vous dites à qui vous posez la question, si vous pouvez, ou pas. J'ai une question. Alors, bien fort, dans le micro. J'ai une question pour Monsieur Pallier à propos de son papier dans MAG sur la polarisation des emplois en question. Vous indiquez qu'en Allemagne, il y a eu une moindre destruction des emplois intermédiaires dans les administrations. Et je voudrais savoir quel type d'emplois intermédiaires et quelles mesures ont été prises. Très bien. Mieux préserver. Le prochain lève la main, qu'on lui passe le micro. La question d'après. Bruno, le micro est là. Je réponds tout de suite. Oui, tout de suite, non, comme ça je prépare le... Bonjour. En réponse à... Enfin, une question à propos de votre... Attendez, on va laisser Bruno répondre à cette question, parce que sinon tout le monde va perdre la question, et après vous posez la vôtre. Allez-y. Oui, le point déjà, bon, on a essayé d'aborder ça dans l'autre séquence, mais je crois que ces emplois intermédiaires administratifs sont en fait beaucoup d'emplois plutôt publics ou parapublics, donc dans le système de santé ou dans le système éducatif ou des choses comme ça. Il faut se rappeler que les chiffres dont on parle là, c'est de la création ou de la destruction d'emplois. Donc en volume, ils en ont sans doute moins que nous, mais par contre, ils en ont moins perdu, notamment parce qu'ils ont maintenu, oui, ils n'ont pas créé, mais maintenu des emplois dans le secteur public ou parapublic, et notamment autour des questions de santé, de prise en charge des personnes âgées dépendantes. C'est une première approximation, ça mériterait de regarder plus amplement les choses. Il n'y a pas d'effet démographique, puisqu'on n'arrête pas de dire que la France a la démographie championne d'Europe. Il n'y a pas d'effet démographique aussi sur ce problème de cette case intermédiaire qui ne se dégonfle pas suffisamment vite en France? Alors, moi, je ne sais pas, parce que vous avez des situations différentes dans des pays qui ont des démographies tout à fait similaires. Ouais. C'est-à-dire que vous avez très peu de chômage et une forme de polarisation un peu différente au Japon, qui est un pays très vieillissant. Oui. En Allemagne, qui est un pays qui vieillit un peu plus vite que nous aujourd'hui, mais nous, on avait anticipé, ou en Suède, qui a une démographie proche de la nôtre. Donc l'argument démographique pour expliquer le chômage ou pour expliquer les formes prises par la polarisation présupposerait d'abord que l'on résolve la question de savoir pourquoi à démographie similaire, on a des résultats différents. Et moi, je pense qu'il faut en revenir aux spécialisations économiques et politiques industrielles. Alors, monsieur, là-bas où? Oui, bonjour, je voudrais adresser à monsieur Pallier, je crois. La question suivante, vous avez évoqué le fait qu'on pouvait envisager d'adapter l'emploi aux formations. Est-ce que les expériences de territoire zéro chômage, où l'on vise à trouver des activités, je ne dirais pas des emplois, mais des activités pour les gens qui sont disponibles, c'est-à-dire qui sont chômeurs, n'est pas une piste peut-être généralisable? Je crois qu'il faut poser des questions aussi aux recherches que vous avez faites, mais juste un point sur moi, ce que j'ai compris de zéro chômeur, et d'une façon plus générale, c'est qu'il faut, me semble-t-il, essayer d'avancer au-delà de l'idée qu'il y a un monde de l'offre et un monde de la demande qui sont totalement séparés et qui ont chacun leur propre dynamique, alors que ce que montre Zéro Chômeur, c'est que quand on crée des interactions entre l'offre et la demande, entre les entreprises susceptibles d'eux et les personnes susceptibles d'eux, on arrive à des ajustements réciproques. Et donc c'est tout l'intérêt de ce type d'action qui investit à la fois des employeurs potentiels, des salariés ou des actifs potentiels, et des gens qui organisent non seulement l'accompagnement, mais en fait la mise en interaction de façon à ce qu'il y ait un ajustement réciproque. Et là encore, c'est aller un peu au-delà de mécanismes de marché abstraits. Et je crois qu'on sait bien l'histoire, mais Clément, enfin les trois spécialistes plus que moi, montrent bien que l'histoire du marché du travail, le marché du travail n'est pas un marché comme les autres. Et il y a beaucoup plus d'effets de réseau, d'interaction, de rencontres entre les uns et les autres qui agissent beaucoup sur le type d'emploi. Donc Autre question. J'ai vu d'autres mains se lever. Levez bien là-haut la main, parce que sinon on ne vous verra pas. Voilà, très bien, jeune homme. Ça, c'est bien de se lever. Alors, il faut encore plus parler bien dans le micro. Oui, vous inquiétez pas. J'aimerais revenir sur l'intervention par rapport à la discrimination au travail. Vous avez relevé effectivement pas mal de discrimination au travail, mais je me disais qu'aussi la volonté d'embaucher qui l'on a envie sur tous les critères relevait du droit privé, puisque vous êtes concentré sur le domaine privé. Donc je me disais que vouloir régler justement ces problèmes ou proposer des solutions pour régler ces problèmes de recrutement dans le marché privé, est-ce que ça ne va pas justement en quelque sorte contre le choix du marché privé de recruter qui il a envie de recruter? Je vous remercie, madame. Intéressant comme question.
C'est sûr que quand on va dans un bar à cocktail, on ne s'attend pas à être servi par des barbus à lunettes, quoi. Pardon. Oui, lui, il a servi dans les bars à cocktail, mais bon, en jupe, non? Oui, alors appuie sur le bouton, ça marche, mais il faut parler bien près, en fait. Ok. Ou alors essayer avec celui-là. Voilà, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, Ouais, c'est bon. Ça marchouille. Je suis d'accord que les entreprises ont le droit d'embaucher les candidats qu'elles veulent, mais quand il s'agit de discrimination, c'est vraiment qu'on ne va pas traiter de la même façon deux CV qui potentiellement sont les mêmes, comme je disais, en termes de qualification, en termes d'expérience, en termes de localisation. Ce qui diffère, c'est vraiment une question de nom, en fait. Donc ça veut dire que les recruteurs ont certains a priori, certains stéréotypes vis-à-vis des candidats. Et finalement, ce qu'ils jugent, c'est pas la productivité, c'est pas l'expérience, c'est autre chose, en fait. Et donc, potentiellement, c'est pour ça que une de notre solution, ça serait de faire appel à ce recrutement au niveau du siège, en fait. Donc, voilà. Et que ce soit pas le manager qui s'occupe directement du recrutement pour éviter vraiment ce type de discrimination qui n'a rien à voir avec la productivité des candidats. Voilà. Puis ça lui évite d'avoir des problèmes avec la justice. Autre question. J'ai vu encore des mains dans le fond se lever. Levez bien la main parce que sinon on vous voit pas. En tout cas, moi je vous vois pas. Voilà. J'ai vu une main au fond, mais elle se lève plus. Il y avait une dame devant. Madame, voilà. Hop. Oui, merci beaucoup. En fait, j'avais une question par rapport à la dernière intervention, justement, parce que j'ai aussi l'espoir, en fait, que des politiques industrielles volontaristes puissent justement nous permettre de ne pas trop précariser, en fait, finalement, le marché de l'emploi. Et souvent, quand je tiens ce type de propos, on me dit que je suis utopiste par rapport, finalement, à ce système mondialisé où, finalement, effectivement, on se retrouve avec des coûts du travail bien plus faibles dans tous les autres pays. Donc c'était pour simplement savoir, finalement, de toute manière, on ne pourra pas échapper à une diminution notable du coût du travail, quoi qu'il arrive. Et c'est complémentaire à des politiques industrielles volontaristes qui permettraient effectivement à la France de pouvoir tirer son épingle du jeu. Qui veut répondre? Avec ça, hop. Ouais, avec ça. Clément Carbonnier vous répond. Oui, sur cette question de variation du coût de travail, quand on regarde, mais d'ailleurs dans la plupart des pays, les variations, que ce soit du coût du travail ou des salaires, on observe que le travail qualifié n'est pas moins cher. On a observé par exemple ce qui s'est passé en Allemagne, notamment au tout début des années 2000, avec un certain nombre de lois qui ont très fortement réduit le pouvoir de négociation du côté des travailleurs. Et ce qu'on observe à ce moment-là, c'est qu'effectivement on a eu une baisse assez forte, voire très forte, du salaire réel des moins qualifiés, mais on a continué à avoir une hausse, et une hausse assez importante du salaire des plus qualifiés. Donc cette idée que derrière, si on lève, d'une certaine manière, on ne pourra, qui revient à cette idée, ce qu'on entend, c'est qu'on n'arrivera pas à régler le problème du chômage si on ne lève pas un certain nombre de renforcements du pouvoir de négociation des travailleurs, ce qui est un peu ce qu'on dit, et que ça, parce que grâce à ce retrait du pouvoir de négociation des salaires, on va faire baisser les salaires et du coup on va réduire le chômage. C'est un peu, c'est effectivement dans un monde dans lequel on pense, dans lequel on réfléchit à technologie donnée, mais la qualification des travailleurs permet aussi potentiellement d'avoir de plus de travailleurs compétents qui peuvent faire évoluer les technologies, permet aussi d'avoir des incitations. C'est-à-dire qu'en France, effectivement, quand vous êtes employeur, si vous employez quelqu'un relativement peu qualifié à bas salaire, vous touchez, on a le truc, vous touchez 40% de son salaire en aide fiscale. Si vous essayez d'embaucher quelqu'un de plus qualifié, vous allez payer ses cotisations vous-même. Donc derrière, vous avez toutes ces choses-là qui modifient les incitations en termes de choix de technologie, c'est-à-dire non seulement de recrutement, mais de choix de technologie, etc., etc. Mais ce qu'on observe dans un certain nombre de pays, c'est que le travail peu qualifié, même s'il est de plus en plus nombreux, on forme de plus en plus de qualifiés malgré tout, en tout cas à travers le monde, le travail qualifié, qui est de plus en plus nombreux, donc qui est de moins en moins rare,
pour autant, il est de plus en plus cher. Donc, si on a l'évolution de la technologie qui va avec, on n'a pas forcément cette baisse du coût du travail si on arrive effectivement à avoir une politique volontariste qui permet une montée en gamme globale de la déqualification et des technologies utilisées. Dernière question peut-être. Bonjour et merci pour vos interventions respectives. Je voulais seulement vous demander, selon vous, quels sont les grands défis du marché du travail pour les prochaines années? Large question, mais enfin, les grandes lignes, quelles sont les mutations à prévoir? Sinon, je me serais réservé la dernière question et j'aurais parlé d'intelligence artificielle en disant à quoi bon travailler là-dessus alors qu'on sait que dans 5 ans, de toute façon, ou 10 ans, avec l'intelligence artificielle, tout ça va être complètement bouleversé. Ça complète votre question peut-être. C'est caricatural. Qui veut répondre? Vous pouvez répondre à plusieurs parce que vous avez plus ou moins tous le temps de faire un mot de conclusion avant la table ronde suivante. Hop, ça marche vachement mieux ce micro. Tu commences? En termes de discrimination, je pense que ça serait des politiques par exemple de quotas pour inciter les entreprises à embaucher plus de minorités ethniques. Après, c'est vrai que peut-être que c'est une question assez c'est pas une question très, c'est un sujet peut-être très spécifique en fait. C'est pour ça que répondre à une question comme ça aussi générale, je pense que c'est un petit important, mais c'est vraiment une question où en termes d'inégalité d'accès au marché du travail, que ce soit aussi au marché du logement, c'est vraiment une question d'inégalité d'accès en fait. Non mais il y a des choses réjouissantes déjà, parce qu'à horizon 3 ans, les entreprises devront avoir complètement supprimé l'inégalité salariale homme-femme et ça va avoir un effet structurel sur le marché pour les 10 prochaines années. Là je parlais plutôt de l'accès à l'emploi en fait, directement, plutôt que l'inégalité salariale. Ça peut, à partir du moment où on embauche un homme et une femme, quoi qu'il arrive, au même salaire à condition égale à diplômes égaux, finalement, il y aura moins de discrimination basée sur le sexe. Oui, non, c'est sûr. Potentiellement, c'est le cas, ouais. Bon. Clément Carbonnier. Je pense que les grands enjeux, par rapport, moi, si je reviens par rapport à ce que j'ai montré, de l'échec des politiques de baisse du coût du travail, le grand enjeu, il ne sera pas de ce point de vue-là, il ne sera pas sur le coût du travail, mais du coup, il sera, et je pense, on y revient sur la question de la qualité et de la qualification, à la fois et à tous les niveaux, à court terme, à long terme. Pour le long terme, sur la petite enfance, et là c'est une autre question, mais qui rejoint aussi la question des emplois à domicile, parce que la France qui a misé sur ce type de politique a aussi généré un des accès à la garde préscolaire les plus inégalitaires de l'OCDE. C'est-à-dire que les enfants avant 3 ans sont gardés ou pas en fonction du revenu de leurs parents. C'est quelque chose de très clair et qui est beaucoup plus fort en France que dans les autres pays. Et ça a des impacts sur les inégalités au niveau de la réussite à l'école ensuite, que l'éducation nationale n'arrive pas à gommer, et qui, derrière, génère aussi, in fine, le nombre de peu qualifiés, le nombre de jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, etc., et qui génère le problème de l'emploi. Et donc, on a tout ça. Alors, c'est effectivement des problèmes qui se règlent sur 20-25 ans, mais qu'il est important, du coup, comme c'est long, de prendre en main tout de suite. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, évidemment à l'école, au collège, au lycée, mais même dès avant l'école, de la prise en charge des enfants qui est très important de prendre dès aujourd'hui pour dans 10, 20, 30 ans. Tous jouent entre 0 et 3 ans. Pas tout, mais il y a des choses déjà qui s'y jouent. Parce que vous connaissez la polémique autour de la scolarisation des enfants à partir de l'âge de 3 ans, qui fait déjà beaucoup de bruit. Alors si en plus il faut influer aussi sur l'âge 0-3 ans, c'est pas simple. Andréana Christova. Alors, moi, pour les enjeux, en tout cas, je pense que c'est un enjeu qui est à la fois ancien et en même temps, on se rend compte qu'il n'est jamais vraiment pris à bras le corps. C'est celui de la formation. Alors, en France, on a tendance à raisonner à une sorte de formation très adéquationniste, c'est-à-dire il y a les emplois du marché du travail et on va adapter, que ce soit dans un sens ou un autre. Il y a un certain nombre d'organismes qui ont été créés, qui font de la prospective pour essayer de comprendre c'est quoi les emplois de demain. Et
pour le moment, ils ont beaucoup de difficultés à anticiper ce que sont les emplois de demain, même s'il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et il me semble que l'une des difficultés réside dans le fait que c'est quelque chose qui n'est pas regardé de manière dynamique, enfin la formation, j'entends, de manière dynamique et de manière globale. C'est-à-dire que le marché du travail en France dépend aussi de la manière dont la France va se situer dans la division internationale du travail. C'est-à-dire la manière dont la France va décider à entrer en concurrence ou pas dans telle ou telle filière de production avec d'autres pays ou pas. Donc, effectivement, c'est une question qui est beaucoup plus macroéconomique. Et là, pour le coup, ça serait très bénéfique si la macroéconomie et la microéconomie pouvaient se parler plus souvent, puisque, effectivement, on voit que dans la lisière des deux, finalement, il y a peut-être des solutions qui peuvent émerger. En tout cas, il y a besoin de concilier les deux. Voilà, même si c'est la même discipline, les échanges ne sont pas toujours... Merci infiniment. Et donc, pour conclure, Bruno Palier, et on est dans les temps. Les grands enjeux, je crois, le global, c'est de revaloriser le travail, mais pour tous, et pas seulement pour les happy few de tout en haut. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que plus de gens aient accès à l'emploi. On a des discriminations ethniques, on a des discriminations sur l'âge. C'est difficile quand on est jeune aujourd'hui d'accéder à l'emploi, plus difficile que quand on était jeune il y a 30 ans. Il y a aussi les discriminations de genre. Et donc là, il y a un travail. Mais d'une façon plus générale, on a, avec les transformations du marché du travail, un certain nombre de personnes pour lesquelles on pense qu'elles n'auront jamais le droit à un bon boulot, puisqu'elles ne sont pas qualifiées. Et on développe, c'est sur cette idée-là qu'on développe les politiques dont parle Clément, et il y a l'idée qu'il y a un ensemble de boulots qui sont des boulots pas très intéressants et qui sont faits pour des gens qui ne sont pas très qualifiés. Je crois qu'on pourrait questionner fondamentalement le fait que s'occuper des autres n'est pas qualifié et n'est pas productif. Parce que l'ensemble des boulots qu'il y a en bas du marché du travail, que ça soit la personne qui est sur un vélo, Deliveroo, que ça soit un chauffeur d'Uber, c'est pour les hommes. Mais du côté des femmes, c'est s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées dépendantes, s'occuper des autres, s'occuper de la maison des autres. C'est des choses qui requièrent des qualifications, qui ne sont pas forcément celles reconnues à l'université, mais qui requièrent des qualifications. Vous n'êtes pas prêt à confier votre gamin à n'importe qui, donc il y a des qualifications, et il faudrait les revaloriser, les qualifier. D'autant plus que ces boulots, qui sont les boulots d'en bas, aujourd'hui, quand on regarde les salaires, etc., sont des boulots qui permettent au cerveau, à ceux qui sont très productifs et très bien payés, d'être encore plus productifs, parce qu'ils n'ont plus de temps à perdre, à s'occuper des gamins, à faire les courses, etc. Et il y a ici la question d'un meilleur partage de la productivité dans une économie de service où le savoir est tout à fait important, un meilleur partage entre les différents niveaux de qualification et les différents types d'emploi. Je prononce ce mot de partage parce que c'est un des thèmes majeurs des politiques d'emploi de la question du travail depuis une trentaine d'années. On en a parlé sur le temps de travail et je vous invite à suivre le débat prochain qui se tiendra à Sciences Po à 17h30 sur choisir son temps de travail. Je fais un petit peu de pub pour une prochaine session. Mais d'une façon générale, posons-nous la question de savoir comment on fait en sorte de mieux pas seulement partager le temps de travail entre tout le monde, mais aussi de partager la productivité et les gains acquis par certains emplois. Merci.